Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passera en revue les dossiers chauds avec Jamila El-Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities, et l'entretien in English, s'il vous plaît, est consacré à Jonathan Dickinson, président du directoire d'Innate Pharma. Le journal des biotech, c'est parti. Et je reçois pour le point d'actu Jamila El-Bougrini, analyste chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Bon, plein de choses à passer en revue encore cette semaine, mais on a choisi de se concentrer sur 3 dossiers, à commencer par Poxel. Alors Poxel qui est dans une situation financière très compliquée, et il faut le dire, notamment au journal des biotech, on a reçu pas mal de courriers de gens, d'actionnaires individuels de Poxel qui sont très très déçus par le management de la société. D'ailleurs, voilà, on voit que les résolutions financières n'ont pas été acceptées lors de la dernière assemblée générale, ce qui veut dire aussi que ça fragilise énormément la société. Jamila, aujourd'hui, finalement, quelles sont les options sur la table pour Poxel ? Comme vous dites, les options, malheureusement, aujourd'hui, sont assez réduites, parce que la société a essayé par 2 fois de faire voter ses résolutions financières par ses actionnaires. Dans la perspective, effectivement, d'étendre son horizon financier. Donc, l'idée, c'était de pouvoir continuer à utiliser la ligne ORAN pour pouvoir se financer jusqu'à la fin de l'année, sachant que les disponibilités actuelles lui permettent d'aller jusqu'au 31 mars 2025. Donc, on est sur un horizon financier extrêmement réduit. Oui. Sauf que une partie non négligeable des actionnaires est assez lassée en fait de l'utilisation de ces instruments dilutifs. On peut les comprendre. Voilà, ce qu'on peut comprendre effectivement, parce que ça pèse sur le cours de bourse. Et il y a aussi en parallèle de ça le fait qu'il y ait quand même une déception sur ce que génère aujourd'hui le produit Twinning au Japon. Oui. Non pas en termes de performance de vente, mais le fait qu'effectivement la société initialement, quand il y a eu le spin-off du produit de Merck, avait négocié des termes qui aujourd'hui l'obligent à devoir payer 8% des royalties. En gros, il y a très peu qui revient à Poxel in fine, quoi, quand on regarde. Voilà. Ouais. En fait, jusque-là, l'intégralité de ce que recevait Poxel était reversée à Merck. Ouais. Depuis 2024, effectivement, on est passé sur un seuil de 10%, donc l'écart de 2%. Revient à Poxel et reste chez Poxel, sauf que cet écart-là aujourd'hui est intégralement dédié au remboursement des dettes, dettes qui restent quand même assez élevées puisqu'on est à plus de 20 millions d'euros. Ouais. Et jusque-là, donc la société avait réussi à se financer notamment avec IPF Partners, dont le montant total en fait m'échappe aujourd'hui. Mais il y a des covenants financiers qui obligent la société en fait à 2 choses: à avoir un niveau de trésorerie minimal toujours disponible et un horizon financier également minimal à respecter. Et en l'occurrence, quand les covenants ne sont pas respectés, c'est le cas d'IPF Partners mais également d'Iris, il y a la possibilité en fait d'exiger le remboursement immédiat du montant total de la dette plus des intérêts, qui s'élève aujourd'hui à plus d'une vingtaine de millions d'euros combinés pour les 2 acteurs, donc Iris et IPF Partners. Et pourquoi je mentionne en l'occurrence IPF Partners, c'est que c'est exactement la situation à laquelle était confrontée Adocia en 2023. Oui. Donc en mars 2023, on s'en souvient, effectivement. Effectivement en défaut sur des covenants financiers également. Et IPF Partners avait mis en demeure Adocia en exigeant le remboursement immédiat de la dette qui s'élevait un peu plus de 10 millions d'euros. Et c'est ce qui avait conduit en fait à la suspension du cours de bourse pendant je crois, 4 semaines. Et la solution qui avait été identifiée par Adocia, c'était de signer un contrat de négociation exclusive avec Sanofi de 10 millions d'euros, en parallèle d'un refinancement de 10 millions d'euros également. Donc elle s'était refinancée de 20 millions d'euros. Et elle avait tout de suite, effectivement, procédé au remboursement de la dette d'IPF Partners. Là, pour ce qui concerne Poxel, on a un délai d'1 mois, en l'occurrence. Oui, parce que c'est ça, Jamila, on comprend l'exaspération, et je les comprends, les accidents individuels qui se sont fait diluer à de très nombreuses reprises, qui ont beaucoup perdu sur Poxel. Mais là, est-ce qu'on peut imaginer finalement une autre solution, une solution qui leur serait plus favorable dans vous l'avez dit, un délai aussi court, 1 mois, hein, c'est ça, pour trouver peut-être un deal du genre que celui qu'avait trouvé Adocia à l'époque? De ce que je comprends, ce qui est exigé par ces actionnaires-là, c'est de trouver un moyen de financement qui ne soit pas dilutif. Oui. Donc, ça laisse supposer ou de la dette, ce qui n'est pas non plus une bonne alternative, puisque la société est déjà très endettée, ou un partenariat avec un acteur qui, effectivement, reverserait un milestone, ou enfin un upfront, ou en tout cas un paiement à Poxel en échange de la cession de droits sur un produit. En l'occurrence, c'est exactement ce que tente de faire la société depuis des années. Elle n'y est pas parvenue. Donc,
on pense que ce serait assez étonnant qu'elle réussisse à le faire aujourd'hui, dans un délai d'un mois, dans la situation financière dans laquelle elle se retrouve, parce qu'il ne faut pas oublier que les partenaires pharma, quand elles regardent des sociétés de biotech, elles regardent à la fois les actifs, mais elles regardent aussi la situation financière de la société et se positionnent aussi en fonction de cela. Donc, les négociations en fait se jouent aussi sur ces aspects-là, c'est-à-dire que quand les pharma savent que les biotech sont dans des situations assez compliquées, elles négocient de manière assez rude. Et les sociétés pharma sont pas vraiment des enfants de cœur, donc business is business même dans la pharma. Donc, sur un délai aussi court, ça semble assez peu probable qu'elle réussisse à trouver une autre alternative. Et comme on le disait, en fait, aujourd'hui, il y a une source de revenus, mais qui n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de la société. Et elle a déjà procédé à la monétisation d'une partie de ses royalties, qui effectivement avait été à l'époque identifiée comme étant une alternative pour pouvoir s'offrir un peu de délai pour avancer sur la partie business développement. Et aujourd'hui, en fait, elle a plus beaucoup d'options. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre l'exaspération, comme vous disiez, des actionnaires, mais en même temps, aujourd'hui, vu la situation, c'est assez étonnant de voir cette espèce de front qui s'est organisé, alors que encore une fois, comme on le dit tout à l'heure, en fait, si on arrive au 31 mars et qu'il n'y a pas de solution identifiée, il n'y a plus de trésorerie, il y a la possibilité, et même avec une très grande probabilité, qu'IPF Partners et Iris réclament le remboursement immédiat des dettes donc, qui s'élèvent à plus d'une vingtaine de millions d'euros. Donc, en l'occurrence, ça risque de mettre en péril de manière très certaine le futur de la société. Alors que si les résolutions étaient votées, ça permettrait de respecter ces covenants puisque le reste de la ligne orale serait tiré, ce qui permettra à la société en fait d'encaisser du cash pour pouvoir poursuivre ses activités jusqu'à la fin de l'année. Ça n'est pas idéal, mais compte tenu de la situation et de la configuration, très peu d'alternatives en face. Donc, mieux vaut cette alternative. Enfin, j'aurais tendance à dire que mieux vaut cette alternative-là plutôt que de conduire la société à des difficultés certaines. Bon, ben voilà, on va suivre. Hein. De toute façon, vous l'avez dit, le délai est très court, donc on aura sans doute des nouvelles assez rapidement sur ce dossier Poxel en difficulté. Il faut qu'on parle aussi de Valneva, Valneva qui progresse bien depuis le début de l'année. Enfin, ça progresse en même temps, le titre est super volatile hein, depuis quelques temps, avec aussi pas mal de news. Alors il y a plutôt du bon, il y a plutôt du moins bon, il y a notamment un concurrent hein, du vaccin sur le chikungunya, puis on a aussi quand même des perspectives d'amélioration du chiffre d'affaires sur 2025. La société a communiqué rapidement. Valneva qui est quand même, enfin ça c'est mon opinion personnelle, peut-être vous pourrez me contredire, pas très cher payé pour le coup, pas tellement valorisé quand on regarde un petit peu ce que la société a dans les rayons, si je puis dire. Ben absolument, je partage votre avis. C'est vrai que l'année 2024 a été assez compliquée pour Valneva d'un point de vue boursier, alors que la société a délivré l'intégralité des objectifs et qu'elle a eu une année plutôt satisfaisante en termes de performance et d'objectifs. 2025, on part sur une nouvelle page, donc effectivement là pour le moment on est plutôt sur une dynamique positive et qui a été un petit peu chahutée sur la semaine dernière effectivement avec l'approbation de la FDA pour un vaccin contre le chikungunya d'un ancien partenaire, enfin un actuel partenaire mais qui est en voie de devenir un concurrent, donc Bavarian Nordic effectivement. Donc, la société, jusque-là, est un partenaire de distribution puisque Valneva distribuait sur ces zones un peu privilégiées les produits de Bavarian Nordic et respectivement Bavarian Nordic faisait la même chose de son côté sur les produits de Valneva. Et le Danois a acheté récemment, en 2023, une société et a fait l'acquisition par la même en fait de différents produits qui effectivement deviennent des produits concurrents directs de certains produits de Valneva. En l'occurrence, le premier, c'est effectivement ce vaccin contre le chikungunya. Donc, il y a une espèce de réaction un peu craintive de se dire que ce partenaire allait sortir de son statut de partenaire pour devenir un concurrent. Et c'est vrai que ça a entraîné une réaction avec une sanction qui a été quand même pour moi très forte, un peu disproportionnée, assez sévère, parce que bon, déjà sur le vaccin du chikungunya, on est quand même sur un marché vierge. Donc le seul vaccin qui existe aujourd'hui, c'est celui de Valneva. Un deuxième vaccin arrive aujourd'hui aux États-Unis. Il est probable qu'il arrive aussi en Europe sur cette année. Et voilà, ça fait jamais que deux acteurs sur un marché qui peut accueillir plusieurs acteurs, puisque les prévisions estiment à plus de 300 millions de dollars en fait les revenus à 2030 sur ce marché-là. Donc c'est un marché qui peut effectivement être partagé sur plusieurs acteurs. Et puis surtout quand on oublie en fait ces aspects un peu stratégiques et économiques et qu'on se concentre sur le fondamental.
Quand on regarde les résultats qui ont été obtenus jusqu'à aujourd'hui avec le vaccin de Valneva et ceux obtenus avec le vaccin de Bavarian Nordic, on comprend d'autant moins en fait la crainte Oui. et la réaction baissière en fait du type, puisque le produit de Valneva a l'avantage d'une part d'être le premier entrant, puisque lui est déjà approuvé depuis 2023 aux États-Unis et 2024 en Europe. Celui de Bavarian Nordic arrive tout juste et uniquement aux États-Unis pour le moment. Sur le plan de la sécurité, enfin de la sécurité, je pense que ça se vaut. L'efficacité, donc au moment de l'injection, on est sur des taux qui avoisinent les 97% pour le produit de Bavarian, alors que Valneva, on est à peu près sur les mêmes taux, voire au-dessus. Mais bon, voilà, on est sur quelque chose qui est très relativement comparable. proche. Ouais. Par contre, sur des périodes un peu plus longues, donc en l'occurrence pour Valneva, aujourd'hui on a un recul jusqu'à 3 ans, on voit que le taux de réponse reste quand même très élevé, puisqu'on a entre 97 et 98%, je crois, de répondeurs à 1 an. Oui. À la fois chez les adultes et chez les adolescents, même si aujourd'hui les adolescents ne sont pas encore approuvés, mais on a des résultats à 1 an, alors que Bavarian Nordic a montré que sur un suivi à 6 mois, le taux de réponse chute à 86%. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à 1 an, il y a des chances que ce soit au mieux au même niveau, sinon en dessous de 96%. Donc, ça veut dire qu'on est sur un écart de plus de 10 points en termes de taux de réponse par rapport à celui de Valneva. Donc voilà, en fait, je comprends pas forcément en fait la réaction baissière, parce qu'en termes d'efficacité, celui de Valneva semble être meilleur. Et le seul point, en tout cas, on peut le voir comme ça aujourd'hui, qui procure un avantage à Bavarian, c'est que son vaccin est approuvé pour les 12 ans et plus. Oui. Donc, c'est que la tranche adolescente est intégrée déjà dans l'approbation actuelle. D'accord. Alors que Valneva, en fait, a fait des études qui étaient splittées entre adultes, adolescents et jeunes enfants. Oui. Sauf que pour les adolescents, en fait, on a déjà des données à 1 an et qu'il y a déjà des demandes d'extension qui ont été faites sur les principaux marchés, à savoir Amérique, Canada et Europe, et qu'on connaît les niveaux d'efficacité qui sont bons. Et a priori, il y a de fortes chances que les demandes d'extension soient approuvées et que ça arrive en même temps que la probable mise sur le marché du produit de Bavarian. Donc, même cette espèce d'avantage, d'atout un peu temporaire, mais que temporaire, puisque de toute manière, Valneva est déjà en bonne route pour combler l'écart, en fait. Bon, voilà, donc pas de panique, en tout cas pas de panique excessive. Et puis voilà, Valneva, hein, qui on le disait, prévoit une croissance de son chiffre d'affaires en 2025. Et puis encore, on aurait pu parler de Lyme aussi, hein, qui est dans les tuyaux. Mais en tout cas, voilà, sur un titre en tout cas qui est très volatile depuis le début de l'année. Et on voulait finir, enfin c'est moi qui voulais finir par cette séquence. Les analystes invités du JDB ont du talent, bah oui, parce qu'en juin 2024, Jamila, vous nous parliez d'Horizon, c'est une biotech espagnole. Nous disant, ils sont à surveiller parce qu'ils sont assez prometteurs. Parlez-nous un petit peu de l'actualité récente de Horizon Genomics. Effectivement, donc société espagnole qui travaille sur 2 franchises, donc oncologie et troubles neuropsychiatriques. En l'occurrence, donc la société en fait travaille sur des sujets d'épigénétique, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, elle a développé 2 produits qui sont destinés à chacune de ces 2 franchises. Donc, sur la partie oncologie, ça avance avec des résultats cliniques qui ont été obtenus en phase 2. Aujourd'hui, cette franchise-là a été mise en second plan en tout cas pour le moment, puisque ça avance avec des collaborations académiques. Mais la société a décidé de concentrer ses ressources, donc financières et humaines, sur la franchise neuropsychiatrique, puisqu'elle a obtenu des résultats de phase 2B assez intéressants sur le trouble de la personnalité limite. Et en l'occurrence, comme vous le savez, dans les troubles neuropsychiatriques, l'enjeu principal, en fait, c'est de réussir à atténuer les symptômes, notamment sur les interactions sociales, pour faire en sorte que les personnes soient moins agressives vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis des autres, et puissent avoir une interaction qui soit la plus normale possible. Et effectivement, on a beaucoup de difficultés à trouver des produits qui fonctionnent réellement sur ces aspects-là. Et dans son étude de phase 2B, sur plus d'une dizaine de critères, en fait, elle a réussi à démontrer que l'intégralité des critères avait été plutôt sur une tendance positive grâce à leur produit de Vafidemstat. Donc, pas forcément avec une significativité statistique obtenue sur chacun des critères, mais il y avait une tendance globale, c'est-à-dire l'intégralité des critères. En revanche, sur 2 critères qui concernent justement l'agressivité et l'agitation, ils ont réussi à démontrer une différence statistiquement significative. D'accord. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une étude de phase 3 dans le trouble de la personnalité limite, qui devrait être initiée en 2025. Donc, elle a déjà obtenu l'approbation de la FDA pour pouvoir initier cette étude. Donc, le protocole est validé.
Et la beauté des choses, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que la FDA approuve que les fameux 2 critères qui auraient été ressortis positifs dans l'étude de phase 2B puissent être les critères, les objectifs à atteindre sur cette phase 3. Donc, a priori, ici, on est sur une étude avec dans une plus grosse cohorte qui reproduit la même chose que ce qui a été observé en phase 2B. Il y a de fortes chances que l'étude ressorte positive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Horizon Genomics se positionne comme le seul acteur non académique qui a un programme clinique actif dans le trouble de la personnalité limite, puisque beaucoup de sociétés, dont des pharma, alors sans toutes les citer, mais Janssen, AstraZeneca, Eli Lilly ont mené des études cliniques dans ce trouble-là et n'ont pas parvenu à démontrer des résultats concluants. Et encore très récemment, Boehringer Ingelheim a mené une étude de phase 2 en parallèle d'Horizon et les résultats sont ressortis négatifs sur ce début d'année. Donc c'est ce qui a probablement contribué à ce que le titre d'Horizon Genomics s'envole sur le mois de février dans des volumes très importants parce que la société aujourd'hui fait plus de 100%, 100% de progression depuis le début d'année et sur vraiment entre le 13 février et ce début de semaine, c'est quand même atteint plus de 150% de progression. On a des progressions impressionnantes. On a effectivement très impressionnantes et dans des volumes très impressionnants parce que d'habitude la société trade autour de 50, 100 000 titres séances et là on est monté sur des séances qui affichaient en fait un niveau d'échange de l'ordre de 5 à 7 millions d'actions. Donc il y a un énorme intérêt. Il semblerait que le titre soit très recherché, donc probablement parce qu'aujourd'hui il est le seul en fait à vraiment agir dans le domaine du trouble de la personnalité limite, mais surtout parce que déjà il y a un regain d'intérêt net sur la thématique neuropsychiatrique, ça c'est évident, mais surtout sur ces symptômes d'agitation et d'agressivité, ce sont des symptômes qui sont très communs à beaucoup d'autres troubles, bipolaires, schizophrénie, dépression, troubles de l'humeur, comment on appelle ça, les post-traumatiques, enfin, le terme m'échappe. Syndrome post-traumatique ? Pardon ? Syndrome post-traumatique ? Oui, exactement. Voilà. Vous avez de l'agitation et de l'agressivité, et donc ça veut dire que si vous avez ce produit-là qui agit sur ces aspects-là dans le trouble de la personnalité limite, il est possible que ça agisse aussi sur ces autres indications. Et c'est le pari que font les pharma, c'est de trouver des produits qui fonctionnent sur ces symptômes-là pour pouvoir effectivement en faire des multi-blockbusters en les faisant approuver dans différentes indications de troubles de l'humeur et de troubles neuropsychiatriques, ce qui pourrait représenter des marchés à plus de 40, voire même 50 milliards de dollars d'ici 2030. Donc voilà, il y a vraiment un attrait très très important. Aujourd'hui, Horizon Genomics semble pas mal positionné là-dessus. Voilà, comme quoi il faut toujours écouter avec attention les experts, les analystes qui passent sur le point d'actu du journal des biotech. Merci beaucoup Jamila pour ce point très complet. Avec plaisir Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien, qui sera exceptionnellement en anglais, Jonathan Dickinson, président du directoire d'Innate Pharma. Bonjour Jonathan. Bonjour. Nice to have you here on the set of le journal des biotech. Moi, je vais poser les questions en français. Jonathan, vous avez été nommé à la tête d'Innate en octobre dernier. Après le départ de Mondher Mahjoubi, c'était en décembre 2023. Il y a une période d'intérim avec Hervé Brailly. Déjà, peut-être tout simplement, pour commencer, pour les investisseurs français qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours et puis les raisons qui vous ont motivé à intégrer la biotech française? Okay, yeah. So joining Innate Pharma, it was a big decision for me. Rejoindre Innate Pharma a été une décision importante pour moi. Je pense que c'est la qualité de la science qui m'a tout d'abord motivé à rejoindre la société. Je crois sincèrement qu'Innate Pharma possède probablement la meilleure technologie propriétaire d'anticorps monoclonaux au monde. Lorsque j'ai effectué mes recherches et ma due diligence, j'ai été très surpris, je dois le dire. Lorsqu'on creuse un peu plus et que l'on examine l'historique d'Innate Pharma, on s'aperçoit du lien entre la société et le centre d'immunologie de Marseille-Lumini et on comprend d'où vient ce potentiel. Mais c'est vraiment la qualité de la science qui en fait ce qu'elle est. Si on ajoute à cela le portefeuille de produits de la société, je pense qu'il s'agit d'un rôle de direction très intéressant qui comporte un aspect stratégique majeur, notamment en termes de priorisation.
C'est différent d'un rôle de direction au sein d'une start-up où l'on développe un produit principal et peut-être une solution de secours. Il y a un portefeuille de produits à la fois propriétaire et en partenariat à développer. De mon point de vue, c'est un défi passionnant. Et je pense que c'est ce qui m'a attiré chez Innate Pharma. A few words about your career before joining Innate Pharma. Avant de rejoindre Innate Pharma, j'étais responsable de la région Europe pour Incyte, une société de biotechnologie américaine. J'y ai travaillé pendant 8 ans et demi, au cours desquels j'ai commercialisé 3 produits en oncologie et un produit dans le domaine de l'inflammation et de l'auto-immunité pour le vitiligo, qui a d'ailleurs très bien marché en France. Avant cela, j'étais chez Ariad, une très petite entreprise de biotechnologie américaine dont j'ai été le premier employé en Europe. J'ai développé les activités commerciales de l'entreprise dans 16 pays. Encore avant cela, j'ai travaillé chez Bristol Myers Squibb pendant 3 ans, où j'étais responsable du portefeuille d'immuno-oncologie pour l'Europe. J'ai lancé le Yervoy dans le traitement du mélanome métastatique et j'ai participé aux premiers travaux sur le nivolumab. Avant cela, j'ai travaillé chez Hoffmann-La Roche pendant près de 14 ans, où j'ai participé au développement de la plupart des produits en oncologie. Je pense que les moments forts de cette période ont probablement été la prise de position mondiale des marques Herceptin et Rituximab et le lancement de ces produits dans leurs premières indications. Avant cela, j'étais au Royaume-Uni chez Novartis, où j'étais directeur d'unité commerciale pour l'oncologie. Mais initialement, je suis un biologiste moléculaire doté d'un MBA. Un peu de business, un peu de science, c'est un bon mélange pour diriger une société comme Innate Pharma. Bon, quel premier bilan vous faites, Jonathan Dickinson, des premiers mois passés dans l'entreprise? Comment, puis aussi, moi j'ai envie de savoir comment se passe l'acclimatation au sein de la culture de l'entreprise. On fait parfois dans les entreprises ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris chez Innate, en bien ou en mal, je ne sais pas? C'est une très bonne question. Je pense que la plus grande surprise que j'ai eue lorsque j'ai commencé à assumer ce rôle a été de découvrir à quel point Innate Pharma est sous-évalué. Si l'on observe la science et le portefeuille de produits, qui dénombre aujourd'hui 8 actifs propriétaires ou en partenariat, ils ne sont tout simplement pas appréciés à leur juste valeur par la communauté des investisseurs. Je m'en suis rendu compte en effectuant ma due diligence. Mais mon impression s'est confirmée lors des premiers échanges avec les investisseurs et cela m'a vraiment surpris car c'est pourtant une histoire fantastique. Je veux dire, la richesse du portefeuille et la qualité de la science et des produits est tout simplement supérieure à tout ce qu'on peut imaginer, mais cela ne se reflète pas dans le retour des investisseurs. C'est mon principal défi et c'est ce que nous devons changer. Je dirais que nous sommes en bonne voie pour y parvenir. Alors justement, pour faire vivre cette histoire fantastique, il y a cette nouvelle stratégie de la biotech. Est-ce que vous pouvez en rappeler les ambitions pour nous? Alors concernant la stratégie d'Innate Pharma, je suis en poste depuis un peu plus de 100 jours et nous avons déjà pu accomplir beaucoup de choses. D'un point de vue stratégique, il convient de se focaliser très précisément sur ces objectifs. Nous avons 8 actifs en clinique, propriétaires et en partenariat. C'est beaucoup pour une société de biotechnologie de notre taille. L'une des choses que nous avons décidé très tôt, c'est de rechercher un partenaire pour faire progresser notre principal produit, l'acutamab. Cela nous permettra de nous concentrer sur l'amélioration des performances de 2 de nos autres actifs, IPH 6501 dans le lymphome et potentiellement dans l'inflammation et les maladies auto-immunes, et IPH 4502, notre ADC ciblant Nectin-4, que nous espérons pouvoir développer dans plusieurs grands types de tumeurs, et notamment les cancers de la vessie, où les ADC ciblant Nectin-4 ont déjà fait leurs preuves. C'est un de nos principaux objectifs à court terme, se concentrer sur la mise en œuvre de ces programmes aussi rapidement que possible, et nous avons déjà prouvé que nous pouvions le faire. Si l'on regarde ce qui s'est passé avec IPH 4502, notre actif arrivé le plus récemment en clinique,
Eh bien, nous avons obtenu l'autorisation d'initiation du développement clinique, l'IND, puis recruté le premier patient. L'IND était fin septembre et le premier patient a été traité à la fin du mois de janvier de cette année. En termes de calendrier, on peut difficilement faire mieux. Nous voulons donc accélérer la vitesse à laquelle nous faisons les choses et être en mesure de montrer aux investisseurs que nous sommes en capacité d'agir rapidement et efficacement. Et si nous avons pu le faire, c'est en partie parce que nous avons mis en place une équipe d'opérations cliniques très solide. Au début de l'année dernière, nous avons nommé un nouveau directeur médical qui a apporté beaucoup d'énergie et de dynamisme à notre organisation de développement et qui a mis sur pied cette équipe capable de mettre en place très rapidement les études de phase 1, de phase 2 et éventuellement de phase 3, puis de mettre rapidement le produit à la disposition des patients. Bon, amener le produit rapidement aux patients, accélérer le rythme, ça tombe bien parce que si on commente l'actualité récente, on a cette bonne nouvelle pour Innate, l'obtention du statut de Breakthrough Therapy de la FDA pour le lacutamab, justement. C'est un des principaux candidats médicaments de Innate. On rappelle, c'est dans le syndrome de Sézary en rechute ou réfractaire. Il s'ajoute au statut Fast Track et à la désignation Prime, déjà obtenue par lacutamab. Ça confirme pour vous, Jonathan, clairement l'intérêt des autorités réglementaires pour ce produit après les résultats de l'état de phase 2 Telomac? Les interactions avec la FDA ont été clés. Je pense cependant que le statut de Breakthrough Therapy est vraiment la confirmation qu'il existe une voie d'approbation accélérée pour la mise sur le marché aux États-Unis. Je pense que les interactions avec la FDA ont été très importantes en ce sens. Nous avons pu clarifier un certain nombre de choses lorsque nous avons échangé avec eux l'année dernière. Nous disposons des éléments principaux à mettre en place pour une étude de phase 3 pour saisir l'opportunité d'une approbation accélérée aux États-Unis. Dans ce cadre, nous avons pu nous mettre d'accord avec la FDA sur certains éléments très importants tels que la population de patients éligibles. Nous avons montré dans l'étude Telomac qu'indépendamment des niveaux d'expression de KIR3DL2, le produit est actif à la fois chez les patients à haut niveau d'expression et chez les patients à faible niveau d'expression. Cela signifie que nous pouvons cibler l'ensemble de la population de patients sans qu'il soit nécessaire de procéder à un diagnostic dans le cadre de l'étude, ce qui augmente la taille potentielle de la population de patients traitables. Nous sommes également alignés sur une ligne de traitement antérieure, de sorte que nous pouvons agir en seconde ligne, ce qui élargit encore la population de patients. Par ailleurs, l'étude Telomac nous a appris que les patients restent longtemps sous traitement, pendant environ 2 ans, ce qui représente une durée moyenne de traitement. C'est très important car l'analyse de rentabilité est maintenant relativement significative et intéressante. Après les interactions avec les FDA, cela a suscité beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt de la part de ce que j'appellerais les entreprises pharmaceutiques de taille moyenne. Justement, tiens, transition toute trouvée, l'intérêt des autorités réglementaires, vous l'avez dit, il faut un partenaire, notamment pour la phase 3. Est-ce que les négociations avancent? J'imagine que ça, c'est une de vos top priorités 2025. Oui. La recherche d'un partenaire pour lacutamab est une priorité absolue. Et je dirais que suite aux discussions avec la FDA, ces discussions de partenariat se sont vraiment accélérées. Nous avons une poignée de partenaires potentiels intéressés par le produit qui représente une opportunité d'environ 500 millions d'euros. Vous pouvez imaginer que pour une société pharmaceutique de taille moyenne, ça offre des perspectives prometteuses. C'est un produit prêt pour la phase 3 qui bénéficie d'une procédure d'approbation accélérée grâce au statut Breakthrough Therapy accordé par la FDA. Nous en sommes maintenant, je dirais, aux dernières étapes des due diligence avec certains de ces partenaires. Je suis très optimiste quant à notre capacité à conclure un accord approprié qui soit intéressant pour Innate Pharma, mais aussi pour l'une de ces sociétés pharmaceutiques de taille moyenne.
Bon voilà, optimiste sur la possibilité d'avoir un accord. On va suivre ça avec attention. On a parlé de la stratégie d'Innate. Plus près de nous, quelles sont vos autres priorités à court terme, hein, alors qu'on rappelle que finalement, Innate a de la visibilité financière jusqu'à la fin de l'année. C'est bien, mais c'est pas non plus énorme. Je dirais que nous avons 4 grandes priorités. La première est d'étendre notre horizon de trésorerie, ce qui est d'une importance cruciale. Nous étudions actuellement un certain nombre d'initiatives ayant pour objectif de nous permettre de prolonger notre marge de manœuvre jusqu'en 2026, voire 2027, à confirmer bien sûr. Ensuite, nous devons établir un partenariat pour l'acutamab. Puis, nous devons nous concentrer sur IPH 6501 et IPH 4502 et accélérer ces programmes afin de pouvoir fournir les premières données cliniques de phase 1 pour IPH 6501 et IPH 4502. Ce sont des jalons clés pour les investisseurs. Dès que nous aurons des données démontrant un profil de tolérance favorable et je l'espère des signes précoces d'efficacité, je pense que ce sera un point d'inflexion pour l'entreprise, pour le titre en bourse, et nous verrons une dynamique très différente à partir de ce moment-là. Bon voilà, 2025, une année qui s'annonce riche pour Innate Pharma avec ce point de situation fait avec Jonathan Dickinson, président du directoire d'Innate. Merci Jonathan. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.